On va commencer. Bonjour à tout le monde. Je vous signale au début que notre rencontre est enregistrée et qu'elle est diffusée sur Facebook. J'ai le plaisir d'ouvrir cette séance de notre séminaire de recherche. Je m'appelle Alicia Jaworska, je suis linguiste et chercheur au Centre des civilisations françaises et d'études francophones de l'Université de Varsovie, qui est un centre de recherche francophone en sciences humaines et sociales. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Léric, qui va parler de la connaissance médicale au cinéma polonais entre 1968 et 1989. Et après la présentation, j'invite tous à participer au débat. Et si vous nous suivez à distance, vous pouvez aussi inscrire vos questions sur le chat. Je présente brièvement notre invité. Mathieu Léric est chercheur en études cinématographiques qui étudie les cinématographies d'Europe centrale et orientale et dont les recherches portent sur le cinéma de fiction et sur le cinéma documentaire des années 1960 à nos jours. Il a soutenu sa thèse de doctorat intitulée Décor chaud dans la guerre froide, pouvoir, intimité et résistance dans le cinéma polonais entre 1968 et 1989, une mémoire biocinématographique en Europe centrale, qui a obtenu le prix de thèse décerné par l'Université d'Aix-Marseille. Il a enseigné à cette université et à l'université Sorbonne Nouvelle. Et il travaille actuellement à l'université Paris 8. Et aussi, s'il s'agit du côté recherche, vous réalisez maintenant aussi un postdoctorat en Pologne à l'université Jagiellon. Avant, vous avez effectué une mission postdoctorale au sein du programme de recherche Samson à Orbem, Sorbonne Université. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, d'être venu en présentiel parce que ça fait plaisir toujours. Et je vous passe tout de suite la parole. Merci beaucoup, Alicia. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Merci particulier à Nicolas et à Alicia pour leur invitation qui m'intimide un peu, je dois dire, connaissant l'importance de cette institution et la qualité des chercheurs qui ont investi ces lieux par le passé. Alors d'emblée, je dois revenir sur ce terme. Alors peut-être on va partager du coup l'écran. Je voudrais revenir sur ce terme d'introduction que j'ai donc placé en sous-titre à mon intervention de ce soir, puisque eh bien, cette recherche a débuté vraiment il y a quelques mois seulement, grâce à l'obtention, comme l'a rappelé Alicia, d'une bourse postdoctorale octroyée par la NAVA. Et je mène donc cette recherche sous la supervision de Małgorzata Rakiewicz, que vous connaissez sans doute ici, du département d'études cinématographiques de l'université Jagiellon de Cracovie. Alors, il s'agira aujourd'hui d'une introduction, donc au sens où je ne peux pas raisonnablement exposer un quelconque résultat. En revanche, vous proposez plutôt d'identifier les tenants ou les présupposés de cette recherche encore balbutiante, en tout cas qui s'initie. Je suis ravi de pouvoir donc partager avec vous cet état, donc l'état de cette recherche. Alors, pour le dire très simplement, ce projet de recherche a pour objectif eh bien, de dégager les possibles liens entre la création filmique et les avancées théoriques et pratiques dans le domaine médical, par exemple dans le domaine de la chirurgie, le domaine de la santé mentale ou encore de la sexologie, qui ont été dans les années 70-80 en Pologne très, très importantes. Le contexte choisi donc, est la Pologne spécifiquement, des années donc, 70 et 1980. Et on essaiera de voir pourquoi c'est dans ce contexte qu'un basculement semble s'opérer en 1968. Alors, on peut se demander quel type de lien on pourrait dégager. Des liens d'abord d'ordre historique, peut-être,
Par exemple, le potentiel rapport entre la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences directes, donc en 1945, et l'inscription de la plaie, si je puis dire, que j'ai mis aussi comme terme dans le titre, cette plaie et de cette impossible cicatrisation, d'une certaine manière, dans l'imaginaire collectif polonais, qui est très important, en tout cas dans les années 50 et 60. Et on peut se demander donc en quoi l'art polonais ingère cet imaginaire de la plaie, de la cicatrice impossible, et quelles en sont ses conséquences à plus long terme. On pourrait se demander quel autre type de lien on pourrait dégager et peut-être, on a vu donc d'ordre historique et peut-être il y a d'autres liens d'ordre esthétique cette fois-ci. Et on pourrait se poser la question à partir de cet éventuel lien entre l'imagerie médicale et scientifique relative aux pathologies qui se développent énormément dans les années 60 d'un côté, et de l'autre, l'appréhension à travers la poétique filmique des corps en détresse et en souffrance, qui effectivement est très très important à partir des années 66-67. Et on peut se demander en particulier donc en quoi les artistes et les cinéastes fabriquent des représentations des corps qui soit poursuivent l'imagerie médicale, soit s'y opposent. Alors les sources à partir desquelles je travaille sont de deux sortes. D'abord les films de fiction qui sont donc produits dans le cadre des unités de production, disons officielles, en lien direct donc avec le ministère de la Culture en Pologne. Les films documentaires, eux produits dans le cadre donc de l'atelier donc des films documentaires et de fiction de Varsovie en particulier. Il y a un troisième type de source que j'ai pas encore investi pour le moment, que sont les reportages produits par la télévision. Pour en avoir un peu parlé avec Magda Cześniak récemment, apparemment il y aurait des choses absolument passionnantes à aller traiter, à aller étudier de ce côté-là, en particulier donc aux archives de la VOFD à Varsovie, puisque beaucoup de reportages justement portaient sur l'univers médical, sur les pathologies, etc. Donc source encore peu mobilisée dans le cadre de cette recherche, mais qui de toute façon n'aurait qu'une valeur comparative dans ma recherche, puisque ma vraie question c'est quand même celle de la politique et non pas de la science de l'information ou de la communication. Alors, comme préambule, je voulais évoquer trois choses. D'abord, Andrzej Wróblewski. Alors, je suis particulièrement content d'avoir parmi nous un des grands spécialistes français d'Andrzej Wróblewski, en tout cas sa peinture, en tout cas commentateur de ce peintre qui est un des plus grands peintres polonais d'après-guerre, professeur aux Beaux-Arts de Cracovie, où étaient étudiants en particulier Andrzej Wajda et Jerzy Kawalewicz, donc peut-être marqués en tout cas par ce type de représentation qui sont profondément inscrites dans l'actualité, disons, des exactions nazies perpétrées donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, sachant que le tableau que vous voyez, donc Rozstrzelanie, exécution numéro 5 en 1945, c'est vraiment la peinture faite quasiment pendant la Seconde Guerre mondiale, en tout cas dans sa période d'après-guerre directe. Alors, plusieurs choses sont à noter quand on regarde ces représentations, donc l'une datant de 1945 et l'autre de 1956. C'est d'abord que certains corps sont totalement disséminés, comme s'ils étaient déchirés ou découpés. Alors, on voit dans le premier tableau donc, cette figure plutôt dans la partie inférieure du tableau, mais aussi dans la partie inférieure du second tableau. La deuxième chose qui me semble importante, c'est ce mélange entre le réalisme, puisque la référence historique est directe à la guerre, et en même temps, ces compositions presque abstraites, avec ce jeu irréaliste avec la forme humaine, en tout cas sur certaines figures, puisque d'autres figures, au contraire, sont très figuratives. Troisième aspect, c'est l'absence quasi totale d'effusion sanguinaire. Et ceci est particulièrement visible donc, dans le fait que le sang est souvent coagulé
et ce sang ne circule plus d'une certaine façon, d'où le recours dans certains tableaux à la couleur bleue qu'on voit dans la partie, dans le tableau de 1945 et qu'on voit d'une façon assez fréquente dans les tableaux de cette période. Alors que dans les années 50, on voit la présence quand même de ce rouge sur la table de dissection et qui évidemment nous ramène à la couleur du sang. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que les tableaux n'ont pas recours au corps en tant qu'intériorité charnelle, musculaire ou nerveuse, mais vraiment en tant que partie du corps, donc des jambes, des bras. Donc c'est vraiment cette question du corps déchiré, découpé qui importe, et non pas, encore une fois, l'intériorité du corps. Alors, plusieurs questions se posent. Cette obsession pour le corps défait est-elle partagée par tous les artistes polonais de cette période et ensuite? Deuxième question, cet entrelacement entre caractère réaliste et caractère abstrait du corps se retrouve-t-il dans d'autres types de créations artistiques, et en particulier filmiques? Et troisième question, le corps défait est-il pour le moins représentable, sinon montrable? Parce que c'est vraiment la question que nous pose Wróblewski, c'est est-ce qu'on peut véritablement représenter ces corps défaits par l'histoire, puisque semble se poser au fond par la présence même des figurants vivants à la silhouette reconnaissable dans les tableaux, la question, encore une fois, donc, de cette figurabilité même des corps symptomatiques. Alors, deuxième élément, c'est cette citation de Jerzy Kawalerowicz, donc l'un des grands cinéastes polonais, donc de cette école polonaise du film, qui déclare ceci: notre génération est incapable de se défaire de l'ombre de la guerre. Ces cicatrices se sont refermées, mais il est impossible de les soigner. Elles laisseront évidemment des traces durables dans les relations affectives, dit-il en 1962. On voit à travers cette citation l'ombre qui plane, persistante et indépassable de la guerre sur la production filmique du cinéma polonais, donc des années 50 et 60. La présence de plaies non cicatrisables, si l'on suit ce que dit ici Jerzy Kawalerowicz. Et troisièmement, au fond, que cette impossible cicatrice ou ces impossibles cicatrices ont des effets sur les relations intimes plus généralement, donc sur le rapport au corps et sur le rapport à la sexualité, à l'affection, disons, vécue par les citoyens polonais. Alors, est-ce véritablement possible, par conséquent, d'aborder la production cinématographique sans prendre en compte ces éléments? Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est ces plaies qu'évoque indirectement Kawalerowicz ou directement, sont-elles uniquement métaphoriques? Alors, un troisième élément comme préambule, c'est cette position formulée par Walter Benjamin dans l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, qui, au fond, rapproche théoriquement le geste du chirurgien avec le geste de l'opérateur filmique. Et donc, cette position, c'est celle-là. Le peintre, donc je cite Benjamin, est à l'opérateur ce qu'est le mage au chirurgien. Le peintre conserve dans son travail une distance normale vis-à-vis de la réalité de son sujet. Par contre, le caméraman pénètre profondément les tissus de la réalité donnée. Les images obtenues par l'un et par l'autre résultant de procès absolument différents. L'image du peintre est totale, celle du caméraman faite de fragments multiples coordonnés selon une loi nouvelle. C'est ainsi que, de ces deux modes de représentation de la réalité, la peinture et le film, le dernier est pour l'homme actuel, donc c'est écrit en 1936, incomparablement le plus significatif, parce qu'il obtient de la réalité un aspect dépouillé de tout appareil, aspect que l'homme est en droit d'attendre de l'œuvre d'art, précisément grâce à une pénétration intensive du réel par les appareils. Le cinéma a donc, selon Benjamin, contrairement à la peinture
profondément à voir dans son esthétique même, avec la pénétration dans les ou des tissus d'une réalité donnée. Deuxièmement, à voir avec les fragments dont la conjugaison se fait selon une loi nouvelle. Fragment qui vient du fait que le cinéma se fonde à partir de plans et d'un montage de différents plans. Il y aurait donc, selon lui, un lien théorique à engager entre l'acte filmique et l'acte chirurgical, et cela pose au moins, me semble-t-il, deux questions. Si le geste filmique est à considérer comme un geste médical, plus généralement, qu'établissent les cinéastes polonais à partir de la fin des années 60, non plus attachés au mythe, mais à la réalité elle-même, sinon une esthétique justement à vocation chirurgicale. Deuxième question, comment penser cette loi nouvelle qu'évoque Benjamin ici, qui présiderait dans le cinéma polonais à la combinaison des fragments de plans et peut-être à des fragments de corps, puisqu'il s'agit très souvent justement de peut-être cicatriser ou de tenter de cicatriser des corps dont les plaies restent ouvertes. Voilà. Et je dirais simplement pour terminer ce commentaire sur cette citation de Benjamin, qu'il pointe également donc deux modalités de représentation de la réalité qui se combinent d'une certaine façon. Au fond, le surinvestissement technique, voire technologique de l'appareil cinématographique, et on sait que le cinéma engage de la technique, du technologique, et qu'en même temps, l'expérience rendue par le cinéma n'est pas une expérience technologique, c'est au contraire une expérience, selon Benjamin, dont la réalité a un aspect dépouillé de tout appareil. Est-ce que ce ne serait pas ça, justement, la sortie du caractère, disons, non cicatrisable des corps? C'est comme si, au fond, Benjamin reprend cette idée qui nous vient de la médecine, qui est le fait que l'appareillage médical est censé reformer un corps qui n'a pas plus besoin d'appareil. Alors, pour entrer un peu plus donc, dans le vif du sujet, revenons un peu dans ce contexte des années 70, la fin des années 60, début des années 70, quand au fond l'art polonais se rapproche vraiment directement de l'univers médical. Alors c'est un contexte, disons, assez critique, on va dire, entre donc, les événements de mars 68 et l'instauration de cette nouvelle Pologne par Gierek, donc la fin de l'ère Gomułka et le début de la décennie Gierek. On est en pleine guerre froide. Il y a évidemment l'importance de la guerre du Vietnam et de ses conséquences au niveau diplomatique et surtout des débats éthiques qui ont lieu partout en Europe, aussi aux États-Unis, au fond, autour de l'humanisme, puisque durant toutes les années, la fin des années 50 jusqu'en 1975, il y a tous ces questionnements sur la guerre, en particulier la guerre nucléaire qui se pose. Donc ces avancées scientifiques et la place de l'humain au sein de ce contexte. Et il est à noter la vitalité de ces débats en Pologne, de ces débats éthiques d'une certaine façon, dont le cinéma est directement le témoin. Alors on pourrait se demander, par conséquent, en quoi le cinéma est-il cet œil témoin des avancées et en même temps des problématiques médicales et scientifiques propres à cette période. Alors, j'évoquerai deux enjeux généraux. Premier enjeu, c'est pourquoi et comment les cinéastes appréhendent-ils l'univers médical, d'abord, une question très, très simple, et en quoi le cinéma contribue-t-il à forger un regard inédit sur la médecine. Puisque on voit que la présence des médecins, l'univers médical, l'hôpital, deviennent des motifs très récurrents des films polonais des années 70 et 80, ce qui
font de ces films un champ actuel privilégié pour comprendre d'une certaine façon la norme, la norme, c'est-à-dire la manière dont les corps sont catégorisés, les corps sont vus, et la manière dont ce regard sur la médecine, à travers donc ces corps en souffrance, ces corps en détresse, déstabilise peut-être ces structures normatives. Alors, on a deux acteurs ici qui se font face, et on pourrait se demander d'une certaine façon, du coup, de son côté, comment la science et la médecine appréhendent certains problèmes, comme la folie, par exemple, les violences sociales, la sexualité, etc., etc. Et on peut se demander de l'autre côté comment le cinéma s'interroge sur ces sujets, justement, en se rapprochant de la médecine ou non. Quel lien donc peut-on voir et quelle différence peut-on dégager entre ces deux types d'appréhension, médicale d'un côté et cinématographique de l'autre, et comment penser ensemble ces domaines à la fois si dissemblables et si proches? Alors, il me semble important de dire deux mots sur, disons, les deux décennies 50-60 et de voir d'une certaine façon un basculement dans les années 70 et 80, parce qu'il me semble que, si on reprend la citation de Kawalewicz, l'école polonaise du cinéma, en tout cas dans ses débuts, tente à faire du cinéma le lieu d'une impossible cicatrisation. Et si je reprends un terme du grand historien Tadeusz Lubelski, que vous connaissez aussi sans doute pour avoir été très longtemps directeur des études cinématographiques à l'université de Cracovie, lui parle, pendant l'école polonaise, d'une démarche psychothérapeutique du cinéma à l'égard donc des séquelles laissées par la Seconde Guerre mondiale. Les années 70-80, elles, d'une certaine façon, sont des décennies où l'on se tourne vers le réel et non plus vers le mythe polonais ou les mythes polonais, mais plutôt vers donc, la réalité vécue par les citoyens. C'est en particulier à travers le cinéma de l'inquiétude morale que cette examination du réel se fait, cet examen plutôt du réel se fait littéralement. Et très souvent, on parle justement de cette radiographie menée par Krzysztof Kieślowski, Barbara Zas, d'autres cinéastes de cette période, à l'égard de cette réalité polonaise qui, je reprends le terme de Benjamin, pénètre à l'intérieur du réel polonais. Alors l'hypothèse qu'on peut donc poser, c'est se demander si le cinéma polonais ne deviendrait pas, dès 1968, un espace d'observation critique des réalités sociales, en même temps que le lieu d'émergence d'une réflexion sur le corps et l'éthique en contexte socialiste, d'où peut-être la présence ou la récurrence du milieu médical dans les films. Alors, première partie, examiner donc l'hôpital. L'objectif partagé par la plupart des cinéastes polonais, à partir donc de 66-67, au fond, quand on lit le mémoire produit par Krzysztof Kieślowski en 66, cela est déjà clair. L'enjeu, c'est de filmer et de raconter la réalité polonaise pour la première fois, en dehors des carcans imposés par la propagande, ce qui avait été presque exclusivement le cas auparavant. Et filmer la réalité, c'est filmer en particulier la réalité dans les institutions médicales, et que ce soit dans le cinéma documentaire ou dans le cinéma de fiction, on voit l'apparition dès le début des années 70, en particulier dans un film de Janusz Morgenstern qui s'appelle Trzeba zabić tę miłość, donc Il faut tuer cet amour, en 1972. Ce film raconte la trajectoire d'une jeune femme qui fait un stage en tant qu'infirmière dans un hôpital à Varsovie. L'occasion pour elle de découvrir l'existence de ces aspects les moins reluisants à cet univers. Elle se confronte donc elle-même avec cette réalité vue comme dégoûtante et engageant justement des questions éthiques très, très profondes. Et c'est une façon pour Morgenstern de critiquer et de mieux comprendre les impasses ressenties par la jeunesse polonaise au début des années 70,
loin, encore une fois, hein, des images reluisantes de la propagande de Gierek, hein, qui veut faire de cette Pologne nouvelle, finalement, le lieu d'une sorte de paradis, paradis sur Terre. Alors, deuxième élément, au fond, ce qui est très, très intéressant, c'est que le microscope, qui est utilisé dans la science et dans la médecine, le microscope devient la focale utilisée en particulier par les cinéastes polonais, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à maintenant. Et donc, il développe d'une certaine façon une perspective qu'on pourrait qualifier de radioscopique et même de chirurgicale, parfois de clinique, tout en refusant l'anecdote. Hein. Les corps dans les films sont ainsi scrutés, sont l'objet d'une attention à la fois scientifique et philosophique, comme au début du film Illuminatia, Illumination de Krzysztof Zanussi, que vous connaissez peut-être sans doute. Le protagoniste du film, Franciszek Redman, est un jeune étudiant en physique. La séquence introductive du film le place comme un cobaye d'une batterie de tests psychomoteurs. Il est observé à la loupe. À un moment donné du film, il s'observe même lui-même à la loupe. Il met son doigt dans une loupe. La question donc médico-scientifique rejoint la question philosophico-éthique, comme souvent chez Zanussi. Quelles sont, donc, c'est la question qu'il pose très souvent dans ses films, voire tout le temps, quelles sont les limites humaines aux problématiques posées par la physique, en particulier nucléaire. Et on voit même un débat dans le film, un débat de type documentaire qui l'inclut à l'intérieur de la fiction du film. Il est à noter que ce film, en fait, se situe quasiment intégralement dans des institutions médicales, que ce soit des laboratoires d'analyse, une usine de matériel médical, une clinique psychiatrique, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant quand on pense le basculement entre les années 60 et les années 70, c'est qu'au fond, le cinéma ne s'intéresse plus à l'individu dans l'histoire, mais plutôt à l'individu dans l'institution. Et ce basculement justement vers la réalité, c'est à ça qu'on le reconnaît. Et le film Premier Amour de Krzysztof Kieślowski est témoin justement de cette interrogation de l'individu dans l'institution, puisque il parle, il décrit au fond les résistances vécues par un couple, un jeune couple donc de Polonais, une femme et un jeune homme. Et à travers ça, au fond, on saisit au fond les difficultés vécues par les citoyens polonais face aux attentes non satisfaites des institutions relatives à l'éducation, au mariage, au logement et à la médecine. Sachant que toute une partie du film se passe justement dans un hôpital, puisque la protagoniste, dont on suit la grossesse, finit par accoucher à la fin du film. Alors, en gros, il ne s'agit plus d'interroger le rôle historique de la Pologne, mais d'évaluer la responsabilité éthique des individus et des institutions des individus dans les institutions, dans cette nouvelle Pologne de Gierek. Et au fond, la méthode employée par les cinéastes semble celle donc de filmer les stratégies par lesquelles les corps sont visés, neutralisés, disciplinés par le pouvoir communiste, et donc finalement évalue l'ensemble des pressions biopolitiques subies par les individus, s'il fallait reprendre un terme cher à Michel Foucault. Alors deuxièmement, disséquer les membres du corps médical. Ceci semble être, d'une certaine façon, un enjeu pour le cinéma polonais de cette période. La clinique devenant, au fond, un lieu heuristique, d'une certaine façon, dont la déconstruction permet de saisir le système de pouvoir dont il est issu et en même temps révélateur. Et c'est particulièrement le cas dans Spital, donc l'hôpital de Krzysztof Kieślowski, réalisé en 1977. Dans ce film, la déconstruction du système se fait à travers la décomposition du temps par, au fond, la réflexion insistante sur les dysfonctionnements lors d'une opération chirurgicale à la jambe suivie par un patient et qui donne quelques sueurs, voire des hauts le cœur au spectateur lui-même. Alors, est-ce que vous connaissez ce film déjà? Non? Alors, je vais peut-être en passer du coup un extrait. Mince, j'aurais peut-être pas dû fermer.
c'est le film. Pas grave, on va... Tu peux montrer des choses dégoûtantes. Oui. Non. Non, je voulais pas montrer des choses dégoûtantes, mais vous montrer en tout cas un extrait au milieu du film. Non, ça ne marche pas. Patientez. On passe à un ordinateur plus tard. Alors, c'est... Voilà. Donc, simplement pour... Une chose, partageons sur Zoom. Ah oui, allez-y. Ah oui, Junk, total. Nyama. Il le reconnaît pas. L'écran. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on est en plein écran. Pourquoi il est en Peut-être. plein écran? Peut-être là, il va le reconnaître. Ah voilà. C'est le bleu là-haut. Ah, Non, tout non, à fait. ça c'était l'écran. Chat. Oui. Super, vite. Bon, c'est un film évidemment très, très connu. Simplement, montrer un tout petit peu le dispositif, donc choisi par quelque chose découpe son film à partir du temps qui passe, de l'horaire, donc qui nous permet de sentir une sorte de quotidienneté de l'appareil médical, en même temps qui révèle encore plus comment le temps ne passe pas ou passe mal, et l'ensemble des discussions qui n'en finissent pas, de médecins et surtout d'opérations chirurgicales qui n'aboutissent pas vraiment. Panie doktorze, Słucham. to coś poważnie wygląda, czy nie? Bo święta za pasem. Proszę pani, jak poważnie wyglądam? Nie, noga. Nogę. Nie, nie. Pan ten czysty gazik, proszę. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Kieślowski, plutôt que de s'intéresser à un corps professionnel en particulier, en fait, décrit à la fois la vie des médecins, des infirmiers, des patients, bien entendu, qu'il parvient à rendre compte d'une atmosphère spécifique à cette institution de l'époque, ce qui n'avait, me semble-t-il, jamais été fait auparavant au cinéma documentaire. No to i pan leży. Dobrze już, dobrze. No to się Oddychać On va éviter peut-être les parties plus A kogo pan uderzył, ty pan? violentes, mais je vous engage évidemment à revoir le film si, Censuré. si vous ne l'avez pas vu. Alors, je retourne. C'est partagé là? Oui. C'est partagé. Parfait. Alors, cet hôpital devient donc le lieu d'un dysfonctionnement généralisé, mais surtout qui signifie des dysfonctionnements plus généraux, en tout cas un dysfonctionnement plus global, que veulent pointer et critiquer les cinéastes, puisqu'ils ne peuvent pas critiquer directement le pouvoir communiste, hein, donc ils le font d'une façon un tout petit peu indirecte. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est par les individus, hein, par les gestes des individus, par les visages, par les grimaces, par les placements dans l'espace, que cette critique s'élabore. Alors, il y a un autre film très important de cette période, réalisé quelques mois plus tard par Andrzej Wajda, qui s'appelle Sans anesthésie, et qui, au fond, eh bien, sur le même modèle,
décrit l'absence d'anesthésie justement subie par le personnage principal du film, qui est un photoreporter qui revient en Pologne après un long voyage en Afrique et qui donc doit subir une opération des dents. Et c'est comme si, au fond, l'absence d'anesthésie que subit ce personnage est proportionnelle à la violence que le pouvoir lui inflige, le considérant désormais donc pas comme un paria, puisqu'il est aussi professeur à l'université. Il se fait littéralement donc éjecter de son poste. Il devient un intrus du fait justement de ses positions politiques critiques. Alors, dans cette période, on peut du coup se demander, à l'aune de ce que décrivait tout à l'heure, en tout cas proposait comme rapprochement Benjamin, c'est le cinéaste qui lui-même se considère comme une sorte de chirurgien du réel, qui va directement ou littéralement dans les plaies. Et c'est d'une certaine façon le cas dans un autre film de Krzysztof Kieślowski qui s'appelle Le Hasard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence introductive du film, où donc le protagoniste, qui est étudiant en médecine, voit son professeur ouvrir le ventre d'un cadavre lors d'une leçon d'anatomie et de chirurgie. Donc on peut se demander si, au fond, ce rapprochement théorique fait par Benjamin ne devient pas, au fond, le paradigme du cinéma polonais de cette période. Alors, on l'a vu dans le film Spital, mais aussi dans la plupart des films de cette période, il ne s'agit pas simplement de décrire la vie des médecins et des infirmières, mais de comprendre le fonctionnement hiérarchisé du milieu médical. Et ce fonctionnement, au fond, hiérarchisé, humain, social, politique, il est aussi l'objet d'une réflexion de la part de Barbara Zas dans son film Le Krieg, tchèque, en 1981. Zas se plonge dans les bas-fonds de la Pologne socialiste, dresse le portrait d'une jeune femme socialement très marginalisée, à qui l'on propose, pour s'en sortir, de devenir une sorte d'assistante dans une maison de retraite médicalisée. Et c'est l'occasion pour Barbara Zas de dresser le portrait psychologique d'une fille relativement vulgaire, de la marge, justement de la marge sociale, au bord de la crise de nerfs elle-même. Donc là, c'est comme si, au fond, celle qui devait s'occuper de patients est elle-même nourrie par un mal, et elle-même malade d'une certaine façon, et comment la société polonaise est perçue comme, d'une certaine façon, généralement, une sorte de pépinière, au fond, de maladies psychosomatiques. Alors, on peut se poser la question, du coup, par rapport à ce deuxième partie, c'est n'assistons pas, d'une certaine façon, à l'émergence d'un cinéma biopolitique dans lequel le statut de la maladie ou le sens du symptôme est questionné et semble à la confluence d'un enjeu psychomoteur et d'un enjeu normatif, idéologique et politique. Et c'est intéressant, me semble-t-il, de le rapprocher, au fond, d'abord certaines démarches qui sont élaborées au cours des années 60 et 70 par des artistes comme par exemple Alina Shapochnikoff, qui se posent véritablement la question justement du corps fragmenté, mais aussi de ces tumeurs personnifiées. Donc elle élabore tout un travail autour de la forme qu'a compris des tumeurs, et elle y glisse au fond des visages humains à l'intérieur, ce qui en fait pose directement cette circulation d'une certaine façon entre le symptôme et la question humaine qui se pose derrière, la question sociale, la question politique. Mais aussi, et c'est un rapprochement évidemment particulièrement émouvant, j'ai envie de dire, en ce lieu, à faire, me semble-t-il, avec la démarche philosophique de Michel Foucault, élaborée dès la fin des années 50 ici en Pologne, puisqu'il a en partie rédigé l'histoire de la folie, en tout cas la publication de l'histoire de la folie dans cette institution.
mais aussi un autre ouvrage qui suit donc Histoire de la folie, c'est la naissance, donc Naissance de la clinique, publié pour la première fois en 1963, dans lequel il perçoit au fond une redéfinition, oui, à l'œuvre du statut de la maladie et tente de déconstruire le regard que pose l'institution médicale sur les faits cliniques. Et il dissocie par exemple à l'égard de la maladie, donc je le cite, n'est plus un faisceau de caractères disséminés ici et là à la surface du corps et liés entre eux par une concomitance et des successions statistiquement observables. Elle est un ensemble de formes et de déformations, de figures, d'accidents, d'éléments déplacés, détruits ou modifiés, qui s'enchaînent les unes aux autres selon une géographie qu'on peut suivre pas à pas. Ne serait-il pas justement ce processus que suivent les cinéastes auprès des maladies donc, qui sont identifiées par les artistes et par les cinéastes de cette période. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est aussi ce que Foucault fait de l'institution médicale qui est déconstruite. Ce n'est pas seulement le regard médical, mais c'est aussi l'institution elle-même. Foucault mettant en relief, selon le chercheur Christophe Tremblay, eh bien, le caractère relatif, au fond, des modes de conceptualisation de la maladie et de leurs postulats sous-jacents, lesquels sont souvent considérés comme l'expression de vérités parfaitement objectives, alors qu'ils sont toujours l'expression d'une mise en perspective déterminée de faits cliniques. Ce faisant, et je poursuis cette idée de Christophe Tremblay, Foucault met en relief les processus par lesquels se consolide le pouvoir médical, à savoir la médicalisation du social et la professionnalisation de la médecine. À cet effet, le développement de la médecine des épidémies, en particulier, marque un tournant. C'est à cette époque qu'un glissement survient dans le rôle attribué à la médecine, celui-ci passant, et c'est ça le plus important me semble-t-il, d'un rôle purement curatif à un rôle normatif. Et c'est justement cet aspect normatif qui, me semble-t-il, est à la fois visualisé et critiqué par les cinéastes de cette période. Alors passons maintenant justement à travers cette question de la norme et de la normativité de la médecine et du regard médical, eh bien, à cette question justement de la vie ou de la survie des autres, puisque c'est ça dont il est question, c'est au fond la question du malade. Qu'est-ce qu'on entend par malade? Qu'est-ce qu'on entend par anormal, d'une certaine manière, puisque c'est deux questions qui se posent à la suite de l'autre dans la philosophie de Foucault, mais aussi, d'une certaine manière, dans les films de cette période. L'un des enjeux majeur de ces années semblant être que peut-on encore une fois définir donc par malade? La définition qu'en offre le pouvoir communiste est-elle acceptable? Comment sortir des arbitraires normatifs et moralisateurs du discours politique pour interroger l'humanité des personnes qui sont souvent sous- ou déconsidérées? En particulier les handicapés mentaux, dont on a un portrait dans Le Seuil de Danuta Haladine, qui est fait donc en 1975, et dont je voudrais vous montrer un extrait tout de suite. Vous m'arrêtez si on n'a plus le temps, évidemment. Alors. Donc c'est un film qui s'appelle Le Seuil, Próg. Alors, on va permettre à nos amis en ligne de regarder l'extrait aussi. Avec le son. Bo wczoraj była środa, a dzisiaj jaki mamy dzień? Piątek dzisiaj mamy. No, ale tak zastanów się. Dzisiaj mamy czwartek. Tak, ale Andrzej... Nasz film adresujemy do ludzi myślących i dojrzałych. No to powtórz jeszcze raz. Prezentujemy wam drastyczny problem, przed którym nie da się uciec. Z każdej setki dzieci jedno dotknięte jest głębokim upośledzeniem. Nie tylko u nas. Podobnie wygląda sytuacja i w innych krajach Europy. A mała wskazówka pokazuje... Dzieci umysłowo upośledzonych stale przybywa. Daremnie szukać jakiejś pojedynczej przyczyny, z którą łatwiej byłoby walczyć. Przyczyn jest wiele. W grę wchodzą negatywne skutki postępu cywilizacyjnego, ukryte wady genetyczne rodziców, także choroby społeczne, a nawet i postępy medycyny.
Medycyna potrafi już ratować życie w wielu przypadkach, które jeszcze niedawno uznawano za beznadziejne. Ale trzeba za to płacić wysoką cenę. Często bywa nią kalectwo. Poczekaj, ty masz odwrotnie, bo u ciebie mała wskazówka pokazuje... Są ludzie, którzy podjęli się przywrócić te dzieci społeczeństwu, by mogły wśród nas znaleźć swoje miejsce, by potrafiły kiedyś samodzielnie żyć. Mówiłaś, że masz pieska, tak? Biały. Tak. Ale z czego jest twój piesek? Han. Czy to jest zabawka? Nie. Prawdziwy piesek? Ha. Duży piesek? Nie. Mały. Jaki mały? Biały. Ale jaki jest duży? Pokaż mi. Taty. No ale to żywy taki mały piesek? Tak. Żywy? Nie. No ja się pytam, czy żywy jest twój piesek? Czy to prawdziwy taki piesek jest, z którym chodzisz na spacery? Nie. Nie, to jest zabawka, tak? Twój piesek to zabawka. O. Tak. A masz jeszcze jakieś inne zabawki? Misia. A mi się płacze. Płacze, tak? Tak. Jak go tak przechylisz, to misio? Tak. Płacze, A tak? taty. A jakiego koloru jest twój misio? Zielona. Zielony? Nie. Jaki? Zielone. Dla misia. Nasze. Tu została a taty na Tu. ki. Nie. Tu. Alors, évidemment, je vous engage aussi à voir la suite. Peut-être que vous connaissez déjà le film. Alors, on retourne ici. Ce qui est intéressant, donc, c'est que le cinéma documentaire devient le lieu, justement, d'une interrogation sur ce qui fait autre, ce qui fait normalité ou anormalité. Peut-être même le titre du film, Le Seuil, hein, ne serait-il pas, justement, une sorte d'indice sur cette question de ce qui fait un seuil entre une catégorie et une autre, entre, justement, ce qui peut paraître humain ou non humain, normal ou anormal. On se rend compte dans d'autres films de cette période, par exemple Le Tire-bouchon, eh bien que c'est à partir de la question de l'alcoolique, de cette figure de l'alcoolique qui est très souvent moralisée d'une certaine façon dans les discours, eh bien Pivovski parvient justement à remettre en perspective cette notion et surtout à montrer l'importance non seulement des maladies conséquentes à l'alcoolisme, mais surtout le rôle politique des industries de l'alcool en Pologne à l'époque, puisqu'on a accès au début du film et à la fin du film eh bien, au discours donné d'une façon très fière d'ailleurs par un des dignitaires, un représentant des spiritueux polonais et qui est très heureux que la cadence augmente chaque jour et que 1500 ou 3000, me semble-t-il même, bouteilles de vodka sont produites chaque jour en Pologne, etc., etc. Et donc, on a cette comparaison avec justement ce qui se passe dans les hôpitaux auprès donc des personnes alcooliques. Donc, c'est vraiment le rôle des institutions dans la gestion qui est questionné. Dans la gestion donc, des problématiques médicales et en particulier donc, à l'égard de ce qu'on appelle les fous. Alors, c'est évidemment une question également que Foucault s'est énormément posée. Comment déconstruire ce regard que nous posons sur ce qu'on appelle la folie? Eh ben, c'est un petit peu ce qui se passe dans les films de cette période. Alors, je voudrais mentionner ici quand même la recherche polonaise spécifique sur la psychiatrie, celle de Kazimierz Dąbrowski, qui est très connu donc, pour avoir développé le concept de désintégration positive dans les années 60 et 70. Antoni Kepinski, qui lui est très influencé par Jung, et dont l'ouvrage, par exemple, La psychopathologie des névroses a été également très importante. Et c'est exactement donc, dans la période qui nous intéresse ici que sont développées ces recherches. Et enfin, Jerzy Aleksandrowicz, qui est un héritier, disons, de Dąbrowski, et qui a introduit la pensée de Lacan en Pologne et qui a contribué aussi, justement,
à faire sortir certaines disons, pathologies mentales de justement leur caractère, disons, anormal, et pour les placer, disons, au cœur de l'institution médicale en Pologne et en particulier de la psychanalyse, bien sûr. Alors, quel lien peut-on dégager entre les représentations filmiques proposées par les cinéastes et ces recherches scientifiques très poussées, dont la psychiatrie polonaise et l'espace actif? Eh bien, telle est la question qu'il va falloir que je développe les prochaines années, donc au cours de mes recherches. Alors, quatrième et dernier point, c'est la question maintenant de la sexualité, qui est un point à la fois, disons, surinvesti et invisible, à la fois au niveau cinématographique, mais aussi au niveau de la pensée sur la sexologie, à la nuance près quand même que la sexologie devient en Pologne bien, un véritable domaine médical en tant que tel, au cours des années 60 et 70, en particulier sous la plume de Kazimierz Imielinski, qui donc publie dès le début des années 70 les ouvrages que je mentionne ici, donc sur l'érotisme, sur la vie intime de l'individu, sur donc l'amour et le sexe, etc., etc. Il faudra attendre par contre 1989 pour qu'il s'intéresse pour la première fois bien, à la sexualité féminine, ce qu'avait fait en fait bien avant, dès les années 50, Miralina Wysocka, dont l'ouvrage L'art d'aimer, rédigé très tôt, bien, ne pourra être publié, heureusement ou malheureusement, en tout cas on peut se féliciter qu'il soit publié tout court en 1978, après avoir attendu quasiment 20 ans que les autorités veuillent bien le faire, sachant que dans cet ouvrage, il est vraiment question, pour le coup, du plaisir sexuel féminin, ce qui, effectivement, peut-être dérangeait les dignitaires masculins de ce beau pays qui était donc la Pologne socialiste. Alors, certaines problématiques, justement, à la fois sociales et médicales, physiques et psychiatriques, telles que la sexualité, le désir sexuel, le plaisir sexuel, sont également donc l'objet d'interrogations en creux dans le domaine cinématographique et dans le domaine médical. Et il est intéressant de noter en fait que des artistes comme Natalia LL par exemple ou Teresa Gerjenska, alors vous avez sans doute vu cette exposition qui vient de se terminer à la galerie Zarenta autour du travail de Gerjenska, se pose justement dès le début des années 70 cette question du désir féminin et du regard, au fond, qu'on pose sur les femmes, leur plaisir, etc. etc. Et d'une certaine manière, on peut voir qu'il y a quelques traces de ces questionnements aussi sur la sexualité féminine dans les films, en particulier dans le film Bez Końca, donc de Krzysztof Kieślowski, dont on voit deux séquences qui ont été d'ailleurs très décriées par la critique à l'époque, qui voyait vraiment une forme d'immoralité, séquence de prostitution ou de fausse prostitution donc de la protagoniste féminine que vous voyez sur la photo, et surtout une scène de masturbation féminine qui, me semble-t-il, est unique dans le cinéma polonais de cette période. Sachant que d'autres enjeux paramédicaux restent irreprésentables, par exemple l'orientation sexuelle qui n'est absolument pas traitée, ou bien dans le cinéma amateur, mais très peu, en tout cas sur le désir homosexuel par exemple, la maladie sexuellement transmissible comme le sida par exemple, alors que c'est un vrai enjeu de santé publique dans les années 80 en Pologne, cela n'est pas représenté dans le cinéma de l'époque, ou très peu. Alors peut-être les reportages télévisuels pour le coup me donneront tort, et que pour le coup à la télévision on pouvait voir des choses sur ces questions, ou bien la question de l'avortement qui est aussi une question très très peu traitée dans les films de cette époque, alors que c'est une vraie problématique pour les femmes. Voilà, donc on peut percevoir d'une certaine façon que au sein de ces décennies 70-80, un basculement s'opère aussi à l'aune de cette question de la sexualité. Et c'est ce que pointe le dernier ouvrage de Sebastian Jagielski, que sans doute peut-être
l'un ou l'une d'entre vous avait lu, c'est que Sébastien Jagielski pointe le fait qu'il y a une évolution positive qui s'opère dans les années 70 à l'égard d'une critique sociale de certaines réalités, et que, au fond, 1981 va complètement, au fond, rompre. Que, au fond, la question de l'émancipation des femmes, des paysans, des ouvriers, des juifs, des homosexuels, va complètement, au fond, s'arrêter en 1981. Alors, je ne serai pas aussi, disons, radical que lui, mais je trouve que c'est en tout cas une idée assez intéressante, sachant qu'on peut quand même aller dans son sens, dans le sens où il y a une vraie révolution conservatrice dans les années 80. Et le film Sex Missia de Juliusz Marulski, par exemple, qui est un des films cultes hein, des Polonais, eh bien, est à cet égard sans doute le plus symptomatique, pour ne pas dire problématique, dans le sens où il dessine un monde gouverné par des femmes, certes, mais son discours est cependant extrêmement misogyne et n'interroge absolument pas la sexualité dans une perspective ouverte et critique, comme on pourrait l'attendre. Alors, pour simplement terminer cette introduction, eh bien, je mettrai en avant peut-être des pistes ou des hypothèses à creuser, même si je vous écouterai aussi hein, par rapport à des conseils ou des recommandations que vous pourriez me faire, m'adresser. C'est d'abord les références assumées des cinéastes à l'égard d'une bibliographie médicale. C'est-à-dire, est-ce que les cinéastes lisent la médecine, lisent les ouvrages médicaux? C'est quelque chose qui est très difficile, évidemment, d'évaluer ou de mesurer, mais en tout cas, c'est quelque chose, me semble-t-il, à creuser. La deuxième dimension qui me semble intéressante à développer, c'est la dimension clinique qui est explorée par d'autres cinéastes de la période, comme par exemple Andrzej Żuławski. Alors, Andrzej Żuławski, c'est évidemment un exemple un peu symptomatique, puisque justement, pendant les années 70, il fait des films en Pologne et en même temps, il est soumis à l'émigration. Mais lui-même, dans beaucoup d'interviews, en fait, parle de l'idée que le cinéma doit offrir une perspective clinique de la réalité. Alors, la question, c'est dans quelle mesure est-ce que c'est métaphorique ou non, dans quelle mesure est-ce que ça implique une critique politique du réel. Et troisième dimension, c'est au fond la question de la visibilité ou de l'invisibilité du corps au cinéma. C'est-à-dire que cette question, au fond, c'est celle de qu'est-ce qu'on montre d'un corps au cinéma? Est-ce qu'un corps est même montrable au cinéma? Parce que quand on lit les premiers traités d'esthétique du cinéma, que ce soit ceux de Béla Balázs, que ce soit celui de Karol Ijekowski, d'Ishanta Musa, donc en 1924, au fond, il pose la question de ce qu'il y a de visible dans le corps qu'on montre au cinéma. À la fois, il n'y a pas de cinéma sans corps. Le cinéma a été créé parce qu'il y a des corps en mouvement, que sinon, d'une certaine manière, le cinéma n'aurait pas sa raison d'être. Et en même temps, qu'est-ce qu'on montre véritablement? Est-ce que c'est une silhouette extérieure? Est-ce que c'est une intériorité? Dans quelle mesure est-ce qu'il y a un seuil entre cette intériorité et cette extériorité du corps? C'est peut-être le problème central de l'esthétique filmique. Donc, c'est aussi à cet enjeu que mon travail et dont l'introduction ici succincte vous aura donné une vue, tente à interroger et peut-être à donner un autre versant, ou en tout cas à développer à l'aune de cette cinématographie polonaise absolument passionnante de ces 2 décennies. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Oui, un grand merci pour votre présentation, très riche. Et ainsi, je voudrais ouvrir le débat ici en salle et bien sûr en ligne. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? J'ai toujours des questions naïves, donc je m'excuse parce que je ne suis pas du tout un spécialiste en cinéma. Je me suis intéressé, bon, je ne peux pas dire que je sois un très grand spécialiste, mais je m'intéresse quand même au processus de transformation de la Pologne à l'époque communiste. D'abord, merci pour cet exposé. J'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, je trouvais qu'il y avait vraiment ce que
Ce qui aide à écouter un exposé dans un sujet qu'on ne connaît pas, c'est qu'il y a une ligne directrice très claire, très convaincante, en effet, on peut dire très foucaldienne, hein, pour le moins. où on voit le film. Moi, comme je l'ai compris, en tout cas, c'est que le cinéma est un lieu de critique, de la relation au corps, et ça passe par l'apparition de normes qu'on peut voir par le monde médical, ou l'apparition de normes sous l'influence de la médicalisation. Bon, ici, c'est pas tout à fait, il y a un peu des deux, on va dire. Voilà. Après, moi, je me pose une question qui n'est pas une critique, qui est justement une question que se pose quelqu'un qui n'avait pas eu cette réflexion avant, et qui était parti un petit peu sur une autre ligne qui, à mon avis, est très compatible. Parce que quand j'écoutais tous ces exemples, que je regardais ces films dont j'avais vu certains, etc., les mots qui me venaient à l'esprit, qui n'étaient pas utilisés, étaient le mot de modernisation, de progrès ou de critique du progrès. D'ailleurs, on l'a entendu dans un film, il y a eu voilà, elle parle de Post-Civilisation, du progrès civilisationnaire. On peut parler de production de masse, donc on dirait presque du Fordisme. Donc tout ça, ce que moi j'appellerais modernisation de la production économique, du soin, etc., qui était quelque chose qui a marqué fortement, évidemment, la période communiste, surtout dans l'après-guerre, mais qui a marqué aussi le monde occidental, hein, qui ici est quelque part commun. Et donc, ma relation, c'est est-ce que ces deux lignes directrices sont compatibles? J'ai l'impression que oui. Et quelles sont les relations qu'on peut faire entre cette explication, qui est plus sur un axe médical-corps, et un autre qui est modernisation, production de masse, etc., qui est lié aussi à la critique du côté inhumain de cet aspect. Donc, quelles sont les relations entre ces deux types de critiques? Est-ce que c'est la même chose? Et pour finir sur un exemple, je ne veux pas être provocateur, je suis d'accord avec la critique qu'on peut avoir du film Sex Machina sur son côté misogyne, etc. Mais on peut y voir aussi un aspect d'organisation de masse, un côté déshumanisé dans les relations, ou presque militaire, n'est-ce pas, discipliné, qu'ont les femmes, dans le souvenir lointain que j'ai de ce film. Je ne l'ai pas vu depuis très très longtemps. Et d'une certaine manière, on peut dire la disparition du corps comme un tout. Donc, quelque part, on peut voir une continuité de la critique, même si on peut être en désaccord avec le message porté par ce film. Voilà, donc ça, je ne sais pas si c'était clair, hein, mais c'était un peu pêle-mêle quelques réflexions. Je vais essayer de répondre. C'est pas évident, effectivement, de répondre à une question aussi générale sur cette question de la modernisation, du progrès et de la production de masse. Ce qui est, en tout cas, d'après l'analyse que j'ai faite des films, c'est que, au fond, faire du documentaire au début des années 70, pour Marcel Wojcinski, Krzysztof Kieślowski, Haladin Kamienska, c'est, d'une certaine manière, montrer à quel point il y a, face à la modernisation affichée du pouvoir, par le pouvoir, il y a des à-côtés de cette modernité, ou de cette modernisation. Et ces à-côtés, c'est en fait la vie telle qu'elle est, d'une certaine manière. Et toute leur démarche va consister à montrer justement en quoi les vies soit sont pas assez touchées par cette modernisation affichée ou dysfonctionnelle, soit trop touchées par cette modernisation ou ce discours-là, c'est-à-dire qui les enferme dans une sorte de catégorie qui en fait ne fonctionne pas. Et justement, le film de Prug, au début, effectivement, la voix off, elle est très intéressante, en même temps très, très complexe à saisir, parce que à la fois,
le film va dans le sens de la modernisation, puisqu'il dit la Pologne socialiste est capable de prendre en charge cette population d'handicapés psychomoteurs, etc., et que, en gros, ce serait normalement une fierté de pouvoir se reposer sur cet appareillage-là, que ce soit un appareillage médical ou éducatif. Et en même temps, cet appareillage, il exclut complètement certaines populations, justement, de la normalité, d'une certaine façon. Et donc, le film est là, justement, pour les remettre au centre. En tout cas, au centre de l'image. Pas au centre de la société, parce qu'ils ne le seront jamais. On peut le regretter aussi, mais en tout cas, au centre de l'image. Donc, je pense qu'il y a une vraie... je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'eux ont vraiment conscience de l'effet du discours modernisateur sur la vie des individus. La critique de du côté inhumain des transformations. Pas seulement, en tout cas, eux, ce qui les intéresse, c'est à quel point, me semble-t-il, la dignité humaine est touchée. Et donc, ils vont pointer le seuil où ils sentent que la dignité humaine est touchée et parfois remise en question. Mm-hmm. Donc oui, ça va avec une déconstruction de cette question du progrès, de la modernisation, etc., etc. Mais le cinéma, de toute façon, n'est pas un discours politique en soi, et c'est peut-être en fait la réponse à apporter ici, c'est que le cinéma n'est pas un discours, au sens foucaldien, justement. C'est pour ça que Foucault ne s'intéressait pas du tout au cinéma. D'où la complexité pour moi d'aller chercher chez Foucault, tout en étant bien conscient que la représentation, la figuration des corps dans le cinéma n'est pas à prendre au même niveau qu'un discours, et encore moins qu'un discours politique. C'est pour ça que je parle de critique, mais on pourrait appeler ça une sorte d'esthétique critique, on va dire, et ça passe par les outils du cinéma. C'est-à-dire ça passe par le montage, ça passe par la durée des plans, ça passe par l'échelle des plans, la manière dont les corps sont filmés, etc., etc. C'est vraiment par là qu'on peut percevoir, nous, en tant que critique des images, une critique, effectivement, en tout cas une remise en perspective de problématiques politiques, sociales qu'on évoque. Sa capacité à saisir, pardon, je me permets encore, à saisir les pratiques. Oui, absolument. Absolument. En tout cas, ça passe par une esthétique, voire par une vraie poétique, qui est consciente et conscientisée par Kieślowski directement, quand il dit voilà, le cinéma documentaire, c'est en gros la somme d'une observation lente d'une réalité, à la fois des corps, des espaces et des ambiances. Il a vraiment conscience que c'est par les outils du cinéma qu'il va pouvoir saisir quelque chose d'une situation. Mais encore une fois, ça n'est pas un discours critique au sens d'un discours politique et idéologique critique. C'est plus une sorte de mise en pâture, peut-être, d'une situation sociale vécue. Et qui ne peut être, encore une fois, figurée que par les outils du cinéma, uniquement par les outils du cinéma. Merci, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des commentaires? Sinon, j'ai un petit commentaire, parce que si on parle de la critique, de la modernisation, on pourrait aussi analyser ces aspects-là à travers cette dimension normative que vous avez mentionnée. Ça m'a beaucoup intéressée, parce qu'en fait, on peut étudier l'image du malade, l'image de la maladie, la sexualité à travers cette dimension normative qui a en fait un double sens, comme chaque norme, c'est-à-dire la dimension normative, ça veut dire qu'on représente une norme qui existe, mais en même temps, on crée une norme.
à travers un discours, un texte. Vous avez dit que pour vous, le film n'est pas un discours, mais voilà, si le film représente une norme et il crée peut-être une norme, peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais peut-être il fait partie d'un certain... il est une voix dans un certain discours public, l'image du corps aussi. On en parle beaucoup aujourd'hui avec les réseaux sociaux et les normes du corps qui s'imposent. Donc voilà, c'est une remarque très très large, une question ouverte aussi. Oui, je pense que ça poursuit un peu la première question, Oui, c'est voilà. que ça pose la question de ce qu'est le cinéma, en fait, d'une certaine manière. C'est Oui. qu'est-ce qu'apporte, qu'est-ce qu'est cette chose qu'on appelle le cinéma. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que, et du coup, votre question, elle va là-dedans, c'est la double identité du cinéma dans cette période-là, assumée par les cinéastes eux-mêmes, dans le sens où ils savent que montrer la réalité est un geste politique. Ils le savent et ils l'investissent comme tel, comme un geste critique. Geste, c'est, on le sait, hein, au niveau de l'étymologie, enfin de son sens commun, c'est la liaison, geste, entre une pratique et une poétique. Hein, c'est vraiment ça, un geste. Donc, pratique, poétique, du coup, tout passe encore une fois par l'esthétique. Mais ils savent qu'ils vont investir le cinéma comme un observateur de faits sociaux sur lesquels ils vont pouvoir fonder une critique. Sauf que ça n'est pas seulement ça, c'est aussi un outil poétique. Et ils l'investissent totalement comme tel. C'est-à-dire, contrairement au reportage télévisuel, contrairement au photoreportage, contrairement à tout ce qui est censé véhiculer une information, eux, ils se mettent complètement en faux à cet égard. Ils pensent qu'il faut créer en fait une sorte de langage documentaire qui est totalement, en fait, enfin qui investit totalement le poétique. Et donc que ça sert autre chose que simplement délivrer une information. Et ça me semble vraiment intéressant parce que en fait, on retrouve effectivement dans les films à la fois un questionnement sur ce qu'est la norme, et très souvent, que ce soit dans le discours en voix off ou dans les images, eh bien, en fait, on reprend certaines normes visuelles qu'on retrouve dans les magazines de l'époque, qu'on retrouve à la télévision de l'époque, et en même temps, à la fin du film, même si au début, on a l'impression qu'on reprend ces formes, à la fin du film, on a l'impression que ces formes ont été perturbées, dynamisées, dynamitées même, presque. C'est-à-dire que à la fin, on se dit, mais en fait, c'est quoi mon regard? C'est-à-dire que comment s'est construit mon regard par rapport à telle ou telle personne ou tel et tel fait social? C'est-à-dire un peu comme Alain Resnais l'a intégré finalement dans les années 50 et 60, c'est que le cinéma documentaire, c'est pas seulement voir la réalité, c'est en même temps déconstruire le regard qu'on pose sur la réalité. En même temps. Ce qui est évidemment quelque chose d'extrêmement complexe à élaborer. Et c'est ce qu'ils arrivent à faire, me semble-t-il. Parce que le cinéma, encore une fois, c'est de la dynamique. C'est pas du tout quelque chose qui est fixé dans le marbre, même si l'image fixe, enregistre notre expérience en tant que spectateur, parce qu'elle est poétique, justement, et qu'elle n'est pas purement informative ou informationnelle, ou de l'ordre de la communication, eh bien, reste en mouvement, d'une certaine façon. Ça n'est jamais totalement achevé ou totalement fini. Ça bouscule, ça perturbe la norme, me semble-t-il. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, c'est très intéressant comme réponse aussi. Hein. J'essaie de répondre. Oui. Merci beaucoup. Donc moi, si j'ai bien compris, le cinéma qui reflète
le milieu médical, tout ce qui est la médecine à l'époque en Pologne, c'est un cinéma engagé aussi, qui symbolise une certaine agression qui est symbolique et qui est symbolisée dans ce cinéma. Est-ce que dans d'autres pays du bloc soviétique, vous avez peut-être remarqué la même chose? Moi, dans mon enfance, je me rappelle d'une série télévisée tchécoslovaque, Nemocnica na Kremesta, qui montrait une réalité médicale, mais d'une autre dimension. Mais aussi, ce qui m'a fait penser à votre conférence, c'est à la catastrophe de Tchernobyl, parce que c'est là où on voyait vraiment la réalité liée à la médecine de l'époque. Que ça montrait un milieu médical qui était très pauvre et pas très bien investi dans le bloc soviétique. Je suis très intéressé par cette série tchèque qui date de quelles années? C'était les années 80. Ça s'appelait Nemocnica na Krajmesta, ça veut dire l'hôpital dans le banlieue. Oui. Et c'était à dimension comique? Oui, c'était un petit peu de sitcom de l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de dimensions comiques. Ça montrait une... C'était plus sur les relations humaines que sur le corps. Hein. Oui. Mais au sein d'une institution médicale. Ah oui, oui. À l'époque socialiste, sur des amours entre... Oui, les relations avec le des chef. relations, Et qui existe aussi aux États-Unis à la même période, même dans mon enfance. Mais ça montrait vraiment la vie communiste que nous avons menée à l'époque. Et que tout le monde, les gens qui étaient dans le bloc soviétique, regardaient. Ouais. Il y avait comme ça des séries, par exemple, aussi sur les vendeuses de magasins. Tchèque, c'était des séries. Tchèque, polonaise aussi. Il y avait Kobieta za pultem. Ça, je ne connais pas. C'est un peu plus vieux, mais c'est quoi? C'est les années 70, c'est ça? Oui. Il y avait, mais donc c'était typique de prendre un métier et d'essayer de voir l'humain derrière. Derrière les règles, donc les interactions, l'utilité sociale. À l'époque, c'était la seule série qui montrait le milieu médical des hôpitaux, des médecins, des infirmières. C'était la favorite aussi. Oui, c'était la favorite parce que le Polonais se moquait souvent de Tchèques. Donc, c'était un petit peu le prétexte de... Mais c'était aussi la seule série qui passait à l'époque à la télé polonaise. Donc, une série culte, en tout cas. Oui. Pour répondre un tout petit peu à votre autre question, il me semble que, encore une fois, il ne faudrait pas réduire ces films à n'être que des laboratoires de réflexion thématique sur la maladie ou sur l'institution médicale. Je pense vraiment que ce que parviennent à faire les cinéastes polonais, en tout cas en partie, enfin pas tous, parce qu'ils ne s'intéressent pas tous au milieu médical, mais quand même une très grande partie, c'est que la plupart du temps, le milieu médical, en fait, est un peu une sorte de laboratoire à travers lequel, à cause d'une esthétique extrêmement précise qu'ils élaborent, chacun de leur côté et avec des buts très précis chacun, parce qu'entre Piwoski, Kieślowski, Zas, etc., c'est à chaque fois avec des buts très précis et différents, eh bien, ils vont en fait figurer, non pas un thème, enfin, ils vont pas, encore une fois, il ne s'agit pas d'une thématique, il s'agit de figurer une expérience, l'expérience vécue par un être mis sous pression par l'État au sein de cette institution spécifique qu'est l'hôpital. Donc, en fait, c'est une autre façon, peut-être plus radicale, et peut-être radicale au sens où ils vont à la racine du mal socialiste, d'une certaine façon, nous rendre compte, en fait, d'une expérience vécue. Ça, encore une fois, ce n'est pas juste les relations amoureuses à l'hôpital, ce n'est pas juste la question éthique du corps posée par des individus qui discutent entre eux. C'est qu'en fait, les films nous immergent à l'intérieur de cette expérience
vécue par un patient en 1977 dans un hôpital. On sent comme la personne, merci beaucoup, à l'époque. Ce qui est évidemment très différent, me semble-t-il, du reste. Et ça n'est possible que parce que c'est un travail poétique. Je suis d'accord. Il n'y a pas de simplification. Et on sort, et c'est là la très grande, enfin, l'intérêt pour moi de cette période, c'est que on sort du regard qui va redevenir la norme ensuite, et qui avait été la norme avant, qui est la norme de la moralisation. Au-delà de la normativité dont vous parliez, c'est vraiment le regard moral. Même dans un cinéma qu'on appelle Charnacer, il y a donc cette série noire des années 55-56, c'est un cinéma ultra moralisateur. C'est-à-dire les prostituées. Alors, par moment, bien sûr, il y a des questions qui se posent. Mais le regard qui est posé, c'est la prostitution, c'est mal. Ou telle pratique, voilà, les jeunes ne devraient pas être démoralisés. C'est vraiment, il faut. Ce cinéma-là, il sort complètement de ce regard. Alors, ça dure pas longtemps, ça s'arrête un peu en 81, même si certains cinéastes essayent de poursuivre, et on aura dans les années 90 aussi des regards très ouverts, mais il y a aussi, en tout cas à l'égard de la sexualité, vraiment une sorte de chape misogyne qui se réabat sur le cinéma polonais des années 80 et dont on n'est, je crois, pas encore sorti. Vous avez mentionné aussi que vous allez travailler sur les reportages. Moi, je suis curieuse de savoir si, quand vous allez les analyser, si vous allez vous rendre compte que c'est quand même c'était une machine de propagande à l'époque, parce qu'il y avait des reportages qui étaient filmés par la propagande, par les réalistes liés au gouvernement, qui montraient quand même une autre réalité. Ça peut être intéressant, celle qu'il voulait, voulait faire savoir aux gens. Donc. La réalité officielle. Oui, la réalité. Et justement, c'est vrai que si je trouve par exemple un reportage télévisuel fait exactement au même moment que Spital de Kieślowski et que je compare les deux, ça peut effectivement être, je crois, assez intéressant en termes de résultats scientifiques aussi. Oui. À voir. Oui, il faut malheureusement qu'on s'arrête là. Alors, juste, je mentionne, juste avant qu'on se quitte, quelques ouvrages que je pense être importants pour moi d'être lus, mais c'est vraiment juste pour les mentionner. Alors, c'est pour le coup, cette question du cinéma et de la médecine en Europe a été très peu posée, aux États-Unis un peu plus. Donc, c'est des ouvrages américains, celui de Ali, donc sur le clinique, cette clinique cinématographique, l'histoire de la médecine à l'écran, etc. Alors, c'est des choses, voilà, qui seront sans doute, mais pour ceux qui s'intéressent aussi à ces questions, voilà, je voulais les mentionner pour conclure. Pardon. Merci. Je vous remercie encore une fois pour votre contribution et un grand merci aux participants pour le débat. Et nous nous voyons pour notre prochain séminaire dans 2 semaines, le 23 mars, et on change, je pense, complètement de sujet parce que nous allons accueillir le professeur Jakob Vogel, le directeur du centre Marc Bloch à Berlin, historien spécialiste de l'histoire contemporaine européenne et du colonialisme européen. Il s'intéresse notamment au rôle de la nation, aux relations nationales et transnationales. Et dernièrement, il travaille sur la circulation des idées et des experts académiques dans le cadre européen et colonial. Et je vous invite à cette prochaine séance qui se tiendra cette fois-ci uniquement à distance via Zoom. Merci beaucoup pour ce soir et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.